accepter. Toute nouvelle chose est très difficile à accepter. Et donc, dans ce projet, c'est carrément la création de tout un cursus qui va être mis en place. Ce sont les éco-conseillers ruraux. Et ces éco-conseillers ruraux auront la tâche, justement, de faire rentrer et d'accepter ce nouveau secteur et d'encadrer les agriculteurs et les opérateurs qui vont être dans ce secteur. La composante 3, c'est le développement et le soutien de projets pilotes en biotourisme et ça sera carrément du coaching pour les fermes qui vont aller dans ce secteur. Et bien sûr, communiquer autour de ça, c'est une chose très importante. Quelques projets de circuits qu'on a déjà mis en place en tant que DGAB. Il y a les pétales de l'églantier à Zadouan. Et là, c'est vraiment les filières de la région, le savoir-faire, la culture. C'est vraiment en réalité un développement au niveau de la région avec un circuit donc, qui montrera tous ces aspects. Bien évidemment, pour nous, le plus important, c'est notre agriculteur, c'est les filières bio. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réellement développer cette image pour chaque région et pour chaque gouvernorat. Donc, on a un pays très, très riche et il faudra donc, mais qui n'a pas été valorisé. Et c'est ce que nous faisons là pour le circuit de biotourisme depuis 2015. Nous avons formé nos hommes et nos femmes des divisions pour ramasser tous les éléments qu'on peut mettre dans des circuits de biotourisme. Et là, c'est quelques exemples, juste quelques exemples. Là, c'est la mémoire des eaux à Kerouan. Et ça, c'est aussi, vous voyez que même les thématiques du nom, et sont en particulier la traversée d'Hermès à Nabeul. Donc, il y a de l'écotourisme, il y a de l'histoire, il y a de la culture, il y a du savoir-faire. Là, c'est la toile d'araignée de Bizerte. Le deuxième objectif, c'est de considérer l'agriculture biologique comme un outil de préservation de l'environnement et de l'atténuation des impacts des changements climatiques et de la protection de la santé. Et là, on a deux objectifs, c'est contribuer à la protection via la mise en place d'un programme national de réduction de l'utilisation des pesticides. C'est une chose très importante qui ne dépend pas uniquement de la bio, mais que s'il y a une installation d'un programme national pour la limitation de l'utilisation de pesticides, ça aiderait à une conversion à l'agriculture biologique plus facile. La neutralité de la dégradation des terres aussi. Et puis, la zone de captage des eaux à travers la création de zones bio-tampons autour de tout ce qui est barrage. On a très peu d'eau et de plus en plus, elle se fait rare. Et donc, la qualité de cette eau est très importante pour nos consommateurs. Et on se propose en tant que bio d'être donc ces zones tampons pour limiter la dissémination des produits chimiques. Contribuer à la préservation et à la protection de la santé à travers la consommation des produits bio. Donc, la mise en place d'un programme national de sensibilisation aux bienfaits de la consommation des produits bio, il est vraiment très important et de plus en plus demandé. La mise en place d'un programme national d'introduction des produits bio dans la restauration des établissements de la santé. Aujourd'hui, la bio a montré ses preuves en matière justement de préservation. Vous savez très bien que les produits chimiques, on a prouvé les cas de maladies, de cancer, de cancer, d'allergies, etc. Et donc aujourd'hui, on pourrait réellement aider à ce niveau. Et puis, un programme d'introduction des produits bio dans les cantines scolaires. Il ne s'agit pas uniquement de donner à manger quelque chose de sain à nos enfants, mais c'est d'éduquer et les enfants et leurs parents pour aller vers cette agriculture. Consolider le processus de gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est tout ce qui est reconnaissance multilatérale, tout ce qui est système de contrôle. Donc, on doit consolider notre système, même s'il est reconnu à l'international, il doit être maintenu et intégrer un système de codification des produits bio au-delà de la traçabilité qui est une exigence réglementaire en bio. Renforcer les capacités de différentes parties prenantes en créant des formations diplômantes en bio. Vous savez plus que moi, depuis plus de 20 ans, on a introduit donc des modules d'agriculture biologique au niveau du cursus des ingénieurs agronomes, mais ça reste réellement insuffisant et on voudrait aller réellement vers de la formation donc diplômante en bio. Développer l'expertise tunisienne dans tous les domaines liés à la bio. Renforcer la coopération nord-sud-sud et créer des structures de bio, éventuellement comme le système d'agence bio ou groupement interprofessionnel qui aiderait un peu plus ce secteur. Et aussi des incitations spécifiques
qu'a le secteur de l'agriculture biologique et dont on ne bénéficie pas, comme tout ce qui est incitation environnementale, le biotourisme, la conversion, etc. La coopération Nord-Sud-Sud, expérience et perspectives. Donc, quelques exemples d'expériences Sud-Sud que nous avons menées. Tunisie-Madagascar, des missions d'études pour le modèle bio-tunisien, pour élaborer et aider le Madagascar à développer sa stratégie nationale. Ça a été fait, et d'ailleurs Madagascar aujourd'hui a une réglementation en agriculture biologique. En Algérie, avec une expertise pour une stratégie bio qui a été mise en place et pour le développement de l'agriculture bio dans les montagnes algériennes. Avec les Seychelles aussi pour une expertise pour une stratégie bio aux Seychelles. Pour ce qui est nord-sud dans le domaine de l'agriculture, avec l'Union européenne, nous avons un programme PACE qui vise à la consolidation du système de contrôle officiel en vue d'améliorer la compétitivité des produits bio tunisiens à l'export. Il est en cours. Aussi, le programme PADRE qui commence, qui vise à la mise en place d'un système de codification des produits bio en vue d'assurer la crédibilité et de la traçabilité des produits bio tunisiens. Le Bioted avec la Belgique qui vise à valoriser donc les projets opérants dans l'agriculture biologique et les produits bio à travers le développement d'un système de tourisme équitable et durable. Avec la Suisse, le projet PAMPAD que j'avais cité, et on est à la deuxième phase, qui vise à développer les filières bio à travers la création des chaînes de valeur. Les perspectives de coopération nord-sud-sud, les domaines de coopération où la Tunisie pourrait être réellement très importante, tout ce qui est renforcement de capacité, donc dans l'élaboration des stratégies, développement de filières, mise en place de cadres réglementaires et institutionnels, mise en place de systèmes de contrôle de certification, mise en place de systèmes de contrôle officiel, investissement et partenariat, promotion, accès au marché et des opportunités de coopération nord-sud-sud, la création de plateformes économiques d'échange de produits bio pour l'Afrique et le reste du monde. À l'avenir, cette plateforme deviendra le salon peut-être Biophare Afrique qui sera organisé en Tunisie. On vous demande aussi de soutenir la candidature de la Tunisie pour accueillir l'Organic World Congress de l'IFOAM qui se tiendra en 2024 et où la Tunisie a postulé pour l'inviter à ce que ça soit réalisé en Tunisie. Et l'adoption du laboratoire officiel siégé Octave comme un laboratoire de référence pour les produits biologiques qui fournit ses services au niveau national et pourquoi pas africain. Donc voilà ce que je voulais vous présenter en bref, ce qu'on a fait et ce qu'on voudrait faire. Merci. Merci beaucoup, Madame Semia. Donc, quand on parle du bio, on ne peut pas se passer de parler de l'agroécologie et l'alliance avec l'environnement. Et pour ceci, on appelle Monsieur... Merci et bonjour. Je suis Mohamed Al-Nabi, je suis chercheur à l'INRAD et je travaille en tant que chef du laboratoire des sciences et techniques agronomiques à l'INRAD. Et en effet, dans notre laboratoire, il s'intéresse plutôt aux pratiques agricoles innovantes et avec un focus sur des pratiques qui tendent vers l'agroécologie. Donc aujourd'hui, ma présentation elle concerne les concepts de l'agroécologie qui est un concept ancien mais qui est d'actualité. Puis je vais vous présenter quelques exemples des pratiques agroécologiques et la tendance à suivre en Tunisie. Donc, dans ce contexte, la spécification de l'agriculture avec des simplifications des pratiques agricoles, avec une spécialisation des régions bien définie et la disparition du concept polyculture-élevage dans plusieurs régions, a eu des conséquences majeures, essentiellement liées à la dégradation des ressources en eau et en sol, à l'utilisation parfois abusive des intrants chimiques et la dégradation de tout ce qui est biodiversité fonctionnelle, et aussi l'émission de plusieurs types de gaz à effet de serre suite à des pratiques non raisonnées. Dans ce contexte,
il est intéressant et il y a actuellement un consensus à l'échelle internationale sur la nécessité d'un mode de production plus durable pour la sécurité des sols. Et là, je vous parle du concept de la sécurité des sols, qui est un concept assez récent. En fait, je vous présente ici un diagramme où la sécurité des sols, qui est en marron, qui est cadrée en marron, elle est vraiment au bout de la chaîne de tout ce qui est sécurité, que ce soit sécurité alimentaire, sécurité de l'accès à l'eau, même sécurité sociale et sécurité des civilisations. Donc, la sécurité des sols a été définie comme étant le maintien et l'amélioration des ressources en sol pour produire de la nourriture, des fibres, de l'eau douce, puisque le sol, c'est le purificateur de l'eau, et contribuer dans la durabilité énergétique et climatique de notre planète. Donc, en réponse à cette spécialisation et cette simplification de la pratique plus ou moins dite de la révolution verte, la combinaison des usages dans l'espace et dans le temps offre actuellement des alternatives très sérieuses pour une agriculture durable. Et ceci en intégrant plusieurs composants de l'agriculture dans le même espace, par exemple l'intégration culture-élevage, l'intégration de divers types de cultures comme l'association arbres-plantes-herbacées, ou bien l'interaction avec les cultures et les micro-organismes bénéfiques, que ce soit du sol ou bien des micro-organismes ou bien des organismes aériens. Donc ici, je vous montre un exemple qui est très pédagogique en partant de la situation A, qui est plus ou moins la situation actuelle, une situation où dans l'espace, on a la succession au maximum de 2 cultures. Ben, si je prends les grandes cultures en Tunisie, c'est pratiquement 70% des céréales et 30% des légumineuses ou bien des fourrages. En partant de la situation A, couleur beige et marron, la biodiversité, elle est très faible. Si je passe à la situation C, où j'augmente la biodiversité végétale, on aura une culture en marron, une culture en beige, une culture en violet et une en orange. J'augmente l'indice de la biodiversité. Et si je reste dans cette même combinaison, mais là seulement, il sera beaucoup plus diversifié dans l'espace. Par exemple, la situation D, où on aura des champs d'interaction beaucoup plus importants, on observera une amélioration de la biodiversité qui est la clé de voûte de cette approche et de cette transition agroécologique. Donc, je viens à la définition de l'agroécologie, qui est l'application de l'écologie à l'agriculture. C'est tout simplement, ou bien imiter la nature dans l'espace agricole. Donc, l'agroécologie, c'est un ensemble des sciences, ce n'est pas que de l'agronomie, un ensemble de pratiques, ce n'est pas monospécifique, et aussi, c'est un mouvement social et intellectuel qui a vu le jour depuis une dizaine d'années et qui s'installe progressivement dans plusieurs agrosystèmes et plusieurs régions du monde. Donc, l'approche système, il est fondamental dans le concept de l'agroécologie. Donc, il faut penser système, ne pas penser spéculation ou autre, en mettant l'accent sur l'équilibre durable du système sol, le compartiment sol, le compartiment culture, le compartiment animal, vers une plus grande autonomie de l'exploitation du territoire et une diversification du système. Et aussi de refuser, de dissocier les systèmes de production agricole du système alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si la population, elle est plus une population qui, leur nourriture elle est à base de blé, bah, pourquoi cultiver l'orge alors que le blé, c'est la nourriture principale de la population qui est aux alentours. Donc, penser système agricole pour l'alimentation et tenir aussi compte du contexte socio-économique, et ceci pour avoir une autonomie de l'exploitation et des agriculteurs. Donc, les voies de l'écologie, c'est conserver les ressources et augmenter l'efficacité,
Utilisation des services fournis par la biodiversité. Je reviens encore à la notion de la biodiversité. Et ici, je vous montre la biodiversité, ce n'est pas que des micro-organismes ou bien des insectes, ou bien c'est même les cultures en elles-mêmes, c'est en diversifiant les cultures dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est la notion de la rotation et la notion de l'assolement. Et ici, je vous montre un exemple du service fourni par une haie installée entre deux parcelles. Cette haie-là, elle est permanente, à l'inverse d'une culture annuelle. Donc, c'est le refuge et le réservoir de tout ce qui est insectes ou bien des micro-organismes bénéfiques dans le sol durant la période où la culture n'est pas installée. Par exemple, ici, je vous montre l'exemple des auxiliaires, des insectes auxiliaires. Aussi, par son action physique, elle peut limiter l'érosion du sol. Elle peut aussi avoir une action à une échelle beaucoup plus élevée qui est l'échelle sociétale. Par exemple, en purifiant l'eau et en captant du CO2, donc ça contribue dans l'atténuation des gaz à effet de serre. Donc tout ça, il faut l'imaginer à l'échelle parcellaire, à l'échelle territoire et même régionale, et pourquoi pas mondiale. Dans les concepts, en fait, l'agroécologie, on peut avoir différents niveaux de pratiques agroécologiques qui sont différentes au niveau de l'adoption et de la vitesse de l'adoption. Et généralement, en termes scientifiques, on parle d'une stratégie ESR. Qu'est-ce que ça veut dire ESR? C'est une pratique qui améliore l'efficience. C'est une pratique agroécologique. Une pratique qui substitue une pratique dégradante par une pratique plus ou moins écologique, c'est une pratique qui est agroécologique. Et pourquoi pas transformer et avoir une pratique transformationnelle de tout le système qui tend vers l'agroécologie, avec des retours entre le conventionnel et l'agroécologie qui est tout le temps possible, avec des ruptures dans les concepts. Donc, je vous donne des exemples. Améliorer l'efficience. Par exemple, c'est de réduire l'utilisation des intrants chimiques en améliorant leur utilisation par les cultures. En utilisant, par exemple, des outils d'aide à la décision pour améliorer la fertilisation, l'utilisation des engrais à libération longue. Tout ça, c'est des pratiques qui vers une transition. Substituer, par exemple, des pesticides chimiques par des pesticides qui utilisent des organismes vivants. Donc, le passage des pesticides chimiques vers les herbicides, les pesticides biologiques, c'est une substitution d'une pratique par une autre agroécologique. Et lorsqu'on parle de transformation, c'est par exemple, c'est modifier d'une façon globale l'espace pour aboutir à une pratique agroécologique, par exemple, installer une rotation de longue durée, limiter, voire supprimer le travail du sol. Tout ça, c'est vraiment une transformation. Donc, c'est une pratique transformationnelle. Tout ça pour aboutir vers un système autonome et résilient. Je vous donne des exemples de tout ce qui est efficience et substitution, le ES. Par exemple, le choix de la variété, le choix de la culture, l'utilisation de l'irrigation goutte à goutte, la bonne gestion des adventices. Tout ça, c'est des améliorations des pratiques existantes. Et lorsqu'on parle d'un redesign ou bien une reconfiguration, on change la culture, on change le mode de travail du sol, on change des éléments, on installe des éléments d'aménagement du sol dans l'espace. Donc tout ça, c'est à peu près, ici, je vous liste à peu près les pratiques agroécologiques. Généralement, c'est des pratiques ici listées en grande culture, mais pas exclusivement, et qui sont pratiquées à l'échelle de la parcelle, donc field scale, à l'échelle du système de culture, qui est l'échelle la plus intéressante à y penser, cropping system scale,
à l'échelle du paysage. Donc, on parle des pratiques tout court de l'itinéraire technique comme le travail du sol ou bien la fertilisation vers l'aménagement du territoire ou bien du paysage. Je vous donne un exemple qui est le plus actuellement le plus parlant et le plus parfois pratiqué dans certaines régions, c'est les associations des cultures. Et en Tunisie, on connaît plus ou moins les associations ou bien fourragères, ou bien les associations entre les arbres, essentiellement en oléiculture, avec des cultures plus ou moins utilisées pour la production ou bien comme engrais vert. Donc, une association de culture est la culture simultanée de deux espèces ou plus sur la même surface pendant une période significative de leur croissance. Il y a une multitude de types d'associations. Je vous liste ici quelques exemples. Les systèmes de prairies, l'agroforesterie, la sylvopastoralisme, les cultures arbustes, des cultures annuelles en mélange, mais il n'y a pas que exclusivement, donc les notions ne sont pas figées, ne sont pas spécifiées, mais il y a moyen d'innover et d'introduire de façon continuelle l'innovation. Donc, généralement, c'est des pratiques traditionnelles qui sont de l'ordre du jour actuellement, puisqu'on s'aperçoit de leur efficacité et de leur utilité dans le contexte actuel qui est caractérisé essentiellement par la dégradation des ressources, la contamination de la nourriture et autres. Pour ces associations végétales, on définit essentiellement trois types de relations entre les associés qui travaillent simultanément et en symbiose pour améliorer l'utilisation des ressources. Et ici, je vous montre par exemple un exemple d'un mélange de cultures entre le cas d'en haut où on a deux parcelles, une parcelle de 0,8 hectares et l'autre de 0,6 hectares. La première, elle est cultivée en blé, la deuxième, elle est cultivée en pommier, par exemple. Et si on fait le calcul de la production par unité de surface, en comparaison avec mélanger la culture du pommier avec la culture du blé, et en utilisant donc, c'est mes deux situations. La première parcelle monospécifique, la deuxième parcelle en interculture. Et si tu utilises un rapport entre la production de la parcelle pure et la parcelle en mélange, c'est l'indice de l'Inde équivalence ratio, donc c'est l'indice de l'utilisation équivalente de la terre, on s'aperçoit qu'on a un gain plus important lorsqu'on mélange les cultures qu'en culture monospécifique. Là, c'est juste un gain de production, sans compter une amélioration de tout ce qui est biodiversité, de tout ce qui est fertilité du sol et la santé du sol derrière. Donc, c'est juste un exemple théorique. Donc, ça, c'est la compétition. Il y a aussi une complémentarité de Nice, c'est-à-dire que si je cultive deux cultures dans la même parcelle, je dois m'assurer que les deux cultures utilisent la même ressource, mais d'une façon différente, ou bien non synchronisée dans le temps et dans l'espace. Par exemple, si j'associe une culture de févrole et une culture de blé, l'utilisation de l'eau, elle est différente, puisque la culture de la févrole, elle a des racines, un racine plus breton, donc elle va chercher l'eau dans des horizons de sol qui sont différents, plus ou moins, de celles des racines de la culture du blé.
Donc là, on parle de la complémentarité de niche. L'autre approche, c'est le concept de la facilitation, c'est-à-dire que la première culture, elle facilite pour la deuxième culture l'utilisation des ressources. Je prends par exemple, j'ai le même problème. Visiblement, c'est moi qui capte toute l'énergie des piles. Je prends l'exemple, par exemple, de l'utilisation des phosphores, puisque dans une association légumineuse céréales, où la légumineuse peut faciliter l'utilisation du phosphore pour la céréale en solubilisant les phosphates du sol et en mettant cette phosphate à disposition de phosphore à disposition de la culture de céréales. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous dire qu'il y a une multitude d'interactions, une multitude de concepts et d'interactions que l'agriculteur et l'exploitation a intérêt à profiter pour durabiliser leur production. La complémentarité entre ces trois concepts, dans le cas des légumineuses plus céréales, montre bien une amélioration de la production, avec même un passage vers l'agriculture biologique si vraiment on exploite ces trois fonctions. Et si on passe vers l'agriculture biologique, donc il y a un passage aussi vers un gain plus important, puisqu'on sait que le prix de vente d'un produit bio, il est généralement supérieur à un produit conventionnel. L'agroécologie, elle est dans l'agenda mondial de la préservation de l'environnement et de la durabilité des ressources. Ici, je vous montre l'exemple des objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon de 2030, où l'agroécologie, elle est une partie importante de l'objectif 2, donc c'est réduire la faim. L'objectif 12, c'est améliorer la consommation de la production raisonnable. L'objectif 3, qui est la lutte contre les changements climatiques. Et l'objectif 15, qui est la préservation de la vie dans le compartiment terrestre. Une autre initiative qui est basée sur l'agroécologie et qui encourage les approches agroécologiques, c'est l'initiative 4 pour 1000 lancée au cours du COP 21 réalisé à Paris en 2015, où on sait que le carbone dans le sol, donc la matière organique dans le sol, est un facteur clé de la production agricole et de la durabilité des sols et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, il y a, cette initiative, elle vise à améliorer les teneurs en sol du carbone de l'ordre de 0,04% chaque année à travers des pratiques stockantes comme les associations de culture, l'agroforesterie ou autres, ceci dans le but d'avoir à terme un marché carbone où l'agriculteur et le pratiquant tirent un certain profit financier. Là, c'est deux exemples, mais il n'y a pas que ces deux exemples. Désolé. Pour la Tunisie, des éléments de perspective ont été établis à travers plusieurs projets dans le cadre du ministère de l'Agriculture et des ressources hydrauliques et de l'EPES. Je vous remercie. Ouais. En fait, on sait très bien que la Tunisie elle est visée par des changements climatiques assez conséquents, que la libération des marchés et tout ce qui est relation surtout avec l'Europe a peut-être va engendrer une
réduction de la compétitivité et une augmentation de la dépendance de l'agriculture tunisienne. Aussi, le contexte géopolitique qui n'est pas en faveur d'une extension assez importante de notre agriculture. La dynamique démographique, l'immigration, l'urbanisation et autres types de changements de consommation et l'impact de cette consommation de ce qu'on appelle la nourriture, la malbouffe et autres, aura des impacts sûrement sur la santé des Tunisiens avec des maladies cardiovasculaires ou autres. Donc, avec aussi la question énergétique qui est là, tout ça, il est mijoté pour avoir vraiment la vision future de l'agriculture tunisienne, quel est vraiment notre objectif pour durabiliser notre agriculture. Donc, un exercice a été réalisé, mais ce n'est pas le seul exercice. Ici, je vous montre l'exercice du projet Agri-Montera. Je sais que Sila il a participé à cette étude-là, où vraiment 4 scénarios ont été établis pour la Tunisie. Donc, c'est un projet qui est piloté par la DG FIOP, si ma mémoire elle est bonne, et où vraiment le premier scénario qui est mis en avant et qui est encouragé, c'est l'usage agroécologique des terres pour un système alimentaire territorialisé. Ça, c'est important. Donc, ce n'est pas globalisé, c'est territorialisé pour réduire tout ce qui est dépendance, gaspillage énergétique et autres. Donc, c'est le premier scénario. Je vous donne, ce scénario, il est opposé à des scénarios de dualisme de tout ce qui existe actuellement. La spirale de dégradation, donc on continue à dégrader, ou bien produire pour vivre, ce qui n'engendre pas une valeur ajoutée importante. Donc, je pense que c'est à peu près c'est ça ce que je voudrais vous passer cette matinée. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions ou bien des commentaires, merci de les faire. Monsieur Radib, on a une question des internautes qui vous posent la question comment l'association des cultures améliore l'indice LER? La vie? L'indice LER. Ah, donc c'est quoi l'indice LER? C'est ok. C'est la proportion de la production par unité de surface. Donc, si je prends l'unité de surface à 1 hectare, et si cet hectare-là il est cultivé par une seule culture, il va générer une production, une valeur ajoutée de tel. Si cet espace il est valorisé par 2 voire plusieurs cultures, c'est pas un effet d'addition, mais il y a un effet cumulé des gains, des valeurs ajoutées de plusieurs cultures. Je prends l'exemple de l'agriculture qu'on connaît très bien en Tunisie, où la parcelle de 1 hectare, il est occupé par 100 arbres dans le meilleur des cas, 17 arbres au centre de la Tunisie ou bien au sud. L'espace entre ces arbres-là, donc c'est des lignes, on peut les cultiver par d'autres cultures et valoriser l'espace. Donc on valorise la lumière, on valorise l'eau on valorise les nutriments qui existants. Peut-être il y a une réduction de la production de l'olivier, mais cette réduction de la production de l'olivier, elle est compensée par la production de la févrole ou bien de l'orge, qui en allégropie, on parle des cultures en allée, et l'association des gains des deux cultures engendre une valeur ajoutée beaucoup plus importante que la valeur ajoutée d'une culture monospécifique, de l'olivier tout seul, ou bien de l'orge tout seul. Merci beaucoup. Merci.
Donc, je pense que déjà avec ces deux présentations, on commence déjà avec le partage de connaissances pour l'agriculture biologique. Et maintenant, on entame la présentation de M. Hanam Cheikh Mohamed, maître assistant de l'INRAD, qui va nous parler de l'agriculture de conservation, une alternative à l'agriculture conventionnelle pour une meilleure adaptation au changement climatique. M. Hanam. Donc, Sbahir, tout d'abord, je me présente, donc Hatem Cheikh Mohamed, donc je suis chercheur à l'INRAD. Donc, principalement, c'est Khalsesi, merci beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité de parler de l'agriculture de conservation. Donc, je vais enchaîner un peu avec la présentation de Mohamed Al-Anabi, puisque l'agriculture de conservation est un concept parmi les concepts ou bien les pratiques de l'agroécologie. Donc, ma présentation est intitulée l'agriculture de conservation, une alternative à l'agriculture conventionnelle pour une meilleure adaptation au changement climatique. Avant de commencer de parler de l'agriculture de conservation et de définir le concept, j'aimerais commencer par le principal défi de l'agriculture tunisienne. Bon, les défis de l'agriculture, c'est multiple, d'ordre institutionnel, politique, organisationnel et en relation, et aussi il y a des défis en relation avec tout ce qui est les ressources naturelles. Moi, je vais parler des défis qui sont en relation avec les ressources naturelles et essentiellement le sol et l'eau. Donc, comme vous savez, l'état actuel de nos sols sont caractérisés par une faible fertilité et parfois, si on peut dire, très faible fertilité. Donc, le teneur de la matière organique est trop faible, avec une moyenne à peu près de 1%, avec des différences entre les régions subhumides et le centre, mais en moyenne 1 ou même inférieur à 1%. Cette fertilité ou bien la fertilité des sols dans son état actuel sont dégradés et en dégradation continue. Ici, quelques indicateurs de la dégradation des sols en Tunisie à cause de l'érosion. La superficie agricole utile est d'environ 5 millions d'hectares. À peu près 60% de cette superficie sont exposés à l'érosion. Environ 3 millions d'hectares sont exposés à l'érosion. Et environ on perd annuellement entre 10 000 et 15 000 hectares chaque année à cause de l'érosion. Un autre indicateur, environ 25 millions de mètres cubes de sédiments érodés à partir des sols en pente. Ça, ce sont des chiffres alarmants et qui donnent un peu comme des indicateurs à l'état actuel de la dégradation des terres agricoles en Tunisie. Donc, un autre défi, c'est connu, c'est la rareté de l'eau. Mais juste ici, pour vous montrer, c'est un peu le graphique, c'est les ressources en eau par habitant et par an. Actuellement, il est inférieur à 500 mètres cubes par habitant par an. Il est aux alentours de 425 mètres cubes par an. Dans les années 50, il était à peu près à 1000 mètres cubes par habitant par an. Ces problèmes, ou bien défis problèmes, sont en dégradation ou bien s'aggravent au fur et à mesure compte tenu des changements climatiques actuels. Et ils ont une conséquence directe sur l'état de la production agricole. Ici, un exemple des céréales, du blé dur, de la production du blé dur en Tunisie. Ce sont deux cartes
de l'écart de rendement, c'est-à-dire un écart entre le rendement potentiel par rapport au rendement actuel. Pour le pluvial, l'écart de rendement pour le blé dur, il est entre 30 et 90% dans quelques régions. Donc, c'est-à-dire, dans certaines régions, il y a un écart de 90%. Pour l'irrigué, il est entre 40 et 70%. Donc, cet exercice a été fait en se basant sur le climat actuel, sur les ressources en sol actuelles. Donc, le rendement actuel produit par les agriculteurs, il est très loin du potentiel de production du blé en Tunisie. Comme j'ai dit, ces problèmes ou bien ces défis s'accentuent au fur et à mesure des changements climatiques actuels. Donc, juste une idée ou bien un rappel sur les changements climatiques attendus en Tunisie. Il y aura une augmentation de la température environ de 2 degrés Celsius, avec une diminution des précipitations annuelles de 17%. Donc, ces changements climatiques et leur impact sur la production. Ici, juste un exemple sur l'effet de changement climatique sur la production de blé dur dans la région de Djerdoub. Donc, actuellement, l'écart de rendement ou bien le déficit de rendement il est de 32%. Et compte tenu de ces changements climatiques, dans le futur, cet écart sera à peu près 44%. Donc, l'écart de rendement il va augmenter vu les changements climatiques actuels et attendus. Donc, notre objectif, c'est d'assurer l'autosuffisance alimentaire ainsi que la durabilité de la production agricole. Et cela passe impérativement par l'amélioration de la production tout en préservant les ressources naturelles et essentiellement le capital sol. L'agriculture de conservation pourrait être une alternative à l'agriculture conventionnelle pour s'adapter au changement climatique et pour atténuer les effets des changements climatiques. En fait, c'est quoi l'agriculture de conservation? L'agriculture de conservation n'est pas une pratique, elle n'est pas une technologie. Donc, c'est un concept, c'est une approche, une nouvelle approche qui vise à renverser le processus de dégradation de sol, l'amélioration de la production et la préservation de l'environnement. En fait, c'est un ensemble de pratiques. La mise en œuvre du concept agriculture de conservation, il est basé sur 3 principes. Le premier principe, c'est de minimiser au maximum le labour. Le deuxième principe, c'est d'avoir une couverture permanente du sol, par soit les résidus de culture, mortes ou bien vivantes, et aussi adopter une séquence culturelle raisonnée ou bien adéquate. Pas une rotation dans le sens rotation, c'est plutôt une séquence culturelle. La mise en œuvre de ce principe, ou bien ces 3 piliers, doivent être mis en œuvre simultanément. Sinon, on ne parle pas de l'activité de conservation. Par exemple, si on élimine la couverture végétale vivante permanente et séquence culturelle adéquate, on part du zéro labour, c'est une technique, pas le concept. Dans ce sens, on parle du zéro. Mais là, impérativement, elle passe par la mise en œuvre simultanée de ces 3 piliers. L'agriculture de conservation n'est pas nouveau. Donc, elle a commencé depuis 1920 à peu près. Donc, actuellement, dans le monde, il y a environ 166 millions d'hectares qui sont répartis à peu près 70% dans l'Amérique, 13% en Australie, 9% en Asie, 6% en Europe et en Afrique, environ 1% de superficie se trouve en Afrique. Pour le cas du Nord-Afrique, en Tunisie, actuellement, il y a environ 14 000 hectares. Au Maroc, 12 000 hectares. En Algérie, environ 6 000 hectares. Donc, en Tunisie, l'agriculture de conservation a commencé à peu près en 1999.
et actuellement, elle est considérée dans la phase upscaling, dans la phase de dissémination à grande échelle. Elle est repartie essentiellement dans les régions du Nord ou dans les régions céréalières. La question qui se pose toujours, est-ce qu'on peut pratiquer l'agriculture de conservation dans toute la Tunisie ou bien quelles sont les régions concernées par l'agriculture de conservation? Dans notre laboratoire, on a fait un exercice. Donc, on a posé la question, on a essayé de répondre où on peut pratiquer l'agriculture de conservation. En se basant sur l'objectif de l'AC, puisqu'elle peut atténuer l'érosion. Donc, on a fait un croisement entre 3 cartes. La carte de l'occupation du sol, donc on a pris les zones des grandes cultures, avec la carte de sol en pente. Donc, on a considéré que le sol qui ont une pente entre 5 et 15% sont plus menacés par l'érosion, et la carte de la matière organique. Donc, on a pris les superficies où la matière organique elle est trop faible. Donc, le résultat, c'est environ, il y a 300 000 hectares qui sont prioritaires pour pratiquer ou bien pour installer l'agriculture de conservation qui se trouve dans la région de Siliana, Zarouane, El Kasrine, El Kef et un peu dans le Gabon. Donc, on considère qu'il y a 300 000 hectares sont des superficies prioritaires pour l'adoption de l'agriculture de conservation. Et si je vous présente quelques résultats à partir des résultats de la recherche qui sont, c'est-à-dire des résultats de la recherche pour des chercheurs tunisiens les essais ont été réalisés en Tunisie, ont été publiés dans des journaux impactés de haut niveau. Donc, ici, tout ce qui est encadré en bleu, c'est l'agriculture de conservation, en rouge, c'est l'agriculture conventionnelle. Ici, les résultats ont montré qu'après 7 ans de l'adoption de l'agriculture de conservation, il y a une nette amélioration du stock organique du sol, surtout dans les couches superficielles du sol, 0,10 cm, alors que pour les couches profondes, le stock organique du sol est plus important dans l'agriculture conventionnelle. Donc, rapidement, juste ici pour montrer l'effet de l'agriculture de conservation sur l'efficience de l'utilisation de l'eau. Donc, l'adoption de l'agriculture de conservation permet une nette amélioration de l'efficience de l'eau, environ de 20% par rapport à l'agriculture conventionnelle. La même chose, c'est ce qui est en bleu sur l'agriculture de conservation et ce qui est encadré en rouge sur l'agriculture conventionnelle. Et pourquoi cette amélioration de l'efficience de l'eau? Comme le montrent ces figures, puisque en agriculture de conservation, il y a toujours, le sol il est couvert par une couverture permanente par les résidus de culture, ce qui permet de diminuer l'évapotranspiration et d'améliorer la disponibilité de l'eau pour la plante. Donc, la consommation en eau et par conséquent l'efficience de l'eau s'améliore dans le système agricole de conservation en présence des résidus de culture. Maintenant, si on adopte l'agriculture de conservation à grande échelle en Tunisie, quel sera l'impact sur la production, sur l'érosion, sur l'efficience de l'eau à long terme compte tenu du changement climatique? Un travail qui a été réalisé au sein de notre laboratoire, qui a été publié dans un journal impacté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a testé 3 scénarios. L'agriculture conventionnelle avec 500 kg par hectare de résidus de culture incorporés dans les sols. Le deuxième scénario, c'est le zéro labour uniquement, c'est-à-dire on ne fait pas le labour. Le troisième scénario, c'est l'agriculture de conservation, c'est-à-dire avec le non-labour, avec des résidus, une couverture permanente du sol, avec une biomasse de résidus de 1,5 tonnes par hectare. On a pris 2 régions, Bizerte du subhumide et le Kef du semi-aride, selon 3 périodes. Donc, on a simulé le climat futur pour 3 périodes et on a testé en utilisant le modèle APSIM, modèle Crop Modeling APSIM, pour voir les résultats. Donc, ici, c'est le climat futur. Ici, c'est les résultats. Donc, le premier résultat, c'est que pour le rendement en grains et pour le cas du bleu dur, il y aura une amélioration en cas d'adoption de l'agriculture de conservation
il y aura une amélioration, pas une grande amélioration, mais il y aura une amélioration du rendement du pludure dans les deux régions, que ce soit le subhumide Bizel ou bien au KEF. Par contre, pour la région, la région de Bizel, pour la période 2094, il y aura une diminution du rendement. Ici, on a une condition de résidus de culture, puisque dans l'assimilation, on a utilisé 1,5 tonnes par hectare. Et ici, surtout, ce résultat qui est très important, c'est l'effet sur l'érosion, c'est-à-dire la diminution des sédiments érodés à partir du sol. Là, l'adoption de l'AC, elle peut réduire l'érosion jusqu'à 90%. Donc, un effet très positif sur atténuer l'érosion du sol en utilisant l'actif de conservation. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. On voit tous que même si les noms des modes d'agriculture sont différents, mais ils visent tous un seul but, c'est d'avoir un meilleur avenir. Donc maintenant, on ouvre la discussion à travers les participants qui sont présents ici en présentiel. Donc on va faire une question par présentiel et une question par les participants en ligne. D'accord? Donc, ceux qui veulent prendre la parole, vous n'avez qu'à lever la main et on peut vous donner la parole. Merci. Donc, notre association qui a été créée depuis 2016 et qui est apparue dans le journal officiel, et dont les objectifs, essentiellement, c'est la promotion de production animale. Donc biologique, et c'est un peu l'intermédiaire entre le monde scientifique et de recherche et le monde donc de tout ce qui est à l'administration, tout ce qui est éleveur et ainsi de suite. Et c'était vraiment un rêve depuis notre colloque qui s'est organisé à Dar es Salaam en décembre 2014. Et c'était un colloque international avec la DGAB, la Direction Générale d'Agriculture Biologique, dont Madame la directrice générale ici présente. Nous avons fait un excellent travail, et ce travail s'est arrêté rapidement. Bon. Je vais dire 2 mots concernant la production animale biologique. Alors, les productions animales biologiques en Tunisie sont au stade 0. Donc, il n'y a pas, d'ailleurs, vous voyez très bien, d'après même les interventions qui sont passées devant nous, on parle que de végétal. Et c'est vraiment, c'est ça, puisque en matière de production animale biologique, il n'y a que des expériences préliminaires et qui ne répondent pas tout à fait au cahier de charge de production animale biologique. Sans donner des exemples, puisque toutes les personnes que moi je connais, donc à l'instar de la personne qui était j'ai outil, soit dans la région donc, de Menouba, tous ont disparu. Puisque ce n'était pas un élégie par la logique, parce qu'il y a des cahiers de charge qui tirent vers le haut, il y a une logique. Par exemple, il y a une personne, sans donner le nom, qui a fait une expérience qui était idéale en matière d'agriculture biologique dans la région de Mournagui, voilà. Et vraiment, on lui a bien conseillé avec Madame la directrice, qui est vétérinaire, donc de vacciner, puisqu'on est dans un monde, dans un environnement qui est contaminé, il faut vacciner, notamment contre la Newcastle, et la personne ne voulait pas, et malgré que les cahiers de charge autorisent ça. Eh bien, après, il a frappé donc, le Newcastle, mais vraiment, il est disparu. Alors, je vais parler de 2 choses très importantes. Excusez-moi. Rapidement. La question, c'est quoi? Parce qu'on devrait passer pour les questions pour les gens en live. Tout à fait. Je n'ai pas de questions, j'ai un commentaire. D'accord. Voilà. Donc, votre commentaire? Mon commentaire, c'est que au niveau du ministère de l'Agriculture, et comme l'a dit Madame la directrice générale, il y a 24 CRDA. Et dans ces 24 CRDA, il y a 24 cellules biologiques.
Les cellules biologiques qui sont dans le CRDA s'occupent essentiellement de végétal, mais pas de l'animal, puisque c'est le vétérinaire qui est en charge de la production animale. Et moi, je suis professeur vétérinaire. Les mondes vétérinaires ignorent tout à fait et entièrement les productions animales biologiques. Donc, j'invite les personnes et les responsables à sensibiliser ces personnes pour qu'on puisse développer et initier ces productions animales biologiques. Nous, comme association, et comme l'a dit madame, nous avons travaillé, nous avons commencé sur les 5 zones pilotes. Donc à Ségenève, demain, nous serons à Ségenève, puisqu'on a 100 apiculteurs rassemblés à travers notre association. Nous allons initier un projet de production animale biologique à travers notre association. Puis, Hizwa, on a un excellent travail sur le droit d'herbe biologique. Puis, Kessra, Kif, Mejb Abbas, pareil, Hawaria. Donc voilà, j'invite toutes les personnes à travailler avec nous. Je remercie vivement mon frère et mon ami Khaled Sessi qui a cru à notre association et nous sommes en train de travailler comme on l'a fait avec Sizied et comme on l'a fait avec Si Mohamed. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Et on passe pour les questions qui sont en live. Donc, si vous avez des commentaires par rapport au... D'accord. Donc, la première question des internautes. Donc, il y a une personne qui peut répondre à cette question. Donc, l'internaute, elle s'est demandé comment on peut éviter le glyphosate. Exactement. Donc, si vous pouvez donner un petit peu de définition pour les gens qui ne connaissent pas le glyphosate. C'est un aidé. Le glyphosate, c'est un désherbant total, donc il tue tout ce qui est verdure. En fait, pour l'activité de conservation, le problème c'est qu'il y a l'utilisation du glyphosate avant le semis pour lutter contre les mauvaises herbes. Ça, c'est pour la phase de transition de l'activité conventionnelle à l'agriculture de conservation. Si on respecte les piliers de l'activité de conservation, c'est-à-dire d'avoir une couverture permanente du sol, on n'aura pas un problème de mauvaises herbes avant le semis, puisque la couverture permanente, elle va jouer le rôle pratiquement d'un ombrage sur les mauvaises herbes qui germinent, qui ne font pas la photosynthèse, et dans ce cas, il n'y aura pas un problème lorsqu'on va faire le semis. Comme d'autres pays qui utilisent une couverture permanente assez importante, c'est-à-dire le sol sera couvert à 100%, ils n'ont pas un problème de glyphosate. Ils se sont débarrassés complètement du glyphosate en activité de conservation. Pour notre cas en Tunisie, actuellement, on utilise le glyphosate parce que les agriculteurs ou bien les adoptants de l'ACI ne laissent pas suffisamment de résidus de culture avant le semis. Et ça, c'est un problème parmi les problèmes de l'adoption de l'activité de conservation en Tunisie. C'est le compromis entre le pâturage et la couverture, entre la couverture permanente du sol et le pâturage des animaux, surtout dans la période estivale. Donc, ça, c'est un compromis qu'il faut rechercher pour se débarrasser progressivement du glyphosate. Mais c'est important de mentionner ça que malheureusement en activité de conservation, surtout dans la phase de transition, le premier 5 années, il y a l'utilisation du glyphosate pour lutter contre les mauvaises herbes avant le semis. Juste un petit complément. Donc, en agriculture biologique, on ne parle pas de mauvaises herbes, et juste on parle du terme adventice, qui font partie de la biodiversité. Et en bio, si on dépasse le seuil de visibilité de ces adventices, à ce moment-là, on peut intervenir soit manuellement, soit mécaniquement, soit avec des abages chimiques, etc. Bon, l'utilisation du glyphosate, pour moi,
ça nie l'environnement, ça détruit plutôt l'environnement et elle n'est pas autorisée en bio. Juste pour ajouter, pour les bonnes pratiques agricoles de façon générale dans le domaine des grandes cultures, il faut raisonner